vous. Alors, moi, comme on dit, parlons pratique. Je me demandais si vous n'aviez pas soif, si vous n'avez pas besoin de papier de crayon, si vous étiez bien assis. J'en vois là-bas qui sont debout, il y a des places là devant. Prendre le temps de se rasseoir. Bon. Il faut se remettre dedans. J'ai tellement écouté, Julien. Donc je suis quelqu'un de dynamique. Voilà. Et je m'intéresse à tout ce qui rejoint la dynamique du changement. Confiance et motivation en font partie. Les mots qui nous viennent quand on pense à des expériences où intervient la confiance sont tous reliés aux sensations. Avoir la pêche ou la boule au ventre, la gorge nouée ou se sentir détendu, des émotions. Donc du physiologique. Dès qu'on parle de confiance, on parle de ressenti corporel. Mais de quel ressenti s'agit-il? Quand on parle de se faire confiance, de faire confiance à autrui, surgissent naturellement tout un tas de peurs. Notre premier réflexe est d'essayer de s'en libérer en se jetant dans l'action, dans le faire, travail, sport, télé, internet, shopping. Bon, on est tous aussi créatifs les uns que les autres, je vais laisser la liste. Mais ce sont des moyens, ce sont des moyens qui ne font que les mettre de côté en attendant la prochaine fois où ces peurs vont ressurgir. Nelson Mandela a dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait de triompher d'elle. L'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais qui la vainc. Vaincre la peur. Comment je peux vaincre ma peur de ne pas être en cohérence avec ce que je veux être, avec ce que je veux devenir? Comment vaincre ma peur que mon enfant ne suive pas une voie à laquelle je crois pour lui? Anouk de Souzenel a dit « Le drame de l'époque, c'est que nous sommes en exil de nous-mêmes. En chacun de nous, le féminin et le masculin cohabitent. L'un est dans la réceptivité, l'intuition, l'accueil, la créativité. L'autre est dans le faire, dans l'agir, dans les solutions. Je vous propose d'essayer de nous reconnecter à cet espace en nous qui est le lieu de l'intuition, de la créativité, de l'habileté, de l'intelligence du cœur, le lieu où se fortifient confiance et motivation. Alors, pour aider vos enfants à prendre confiance en eux, il est nécessaire de savoir comment ça fonctionne pour vous. Je n'ai pas beaucoup de temps sur ce sujet, qu'on pourrait développer sur plusieurs journées. Donc je vous propose de l'aborder au travers de 10 clés, que je vais essayer de rendre les plus concrètes possibles. J'ai souvent entendu « C'est comme ça, j'ai pas confiance en moi, ça a toujours été, je ne vois pas pourquoi ça changerait ». La confiance en soi est comme un muscle. On peut le développer, on peut le perdre. Si je passe ma vie à me dénigrer, à être déprimée, le muscle s'atrophie. Alors comment changer? La première clé, elle concerne la décision. Et il est essentiel de prendre 2 décisions. La première, c'est de cesser d'être mon pire ennemi. Passer ma journée à m'insulter, pauvre cloche,
Non, mais il faut vraiment être con pour en arriver là. Je comprends pas. Mais tu t'es vu là? Tu t'es vu? L'homme est le pire des prédateurs pour lui-même. Je ne peux qu'être démotivé à la fin de ma journée et manquer de confiance. Vous devinez aisément comment pour vos enfants, cet apprentissage de devenir son meilleur ami passe par des encouragements. La deuxième décision, c'est décider de changer. On le sait trop. Jamais personne ne peut obliger quelqu'un à changer. La décision, elle est personnelle, elle est intrinsèque. Si je n'ai pas la vie que je veux, si je ne décide pas de changer, rien ne va se passer. J'ai envie d'être autre chose. Je ne sais pas comment faire pour l'être. Je ne sais même pas exactement en quoi ça consiste. Mais je décide d'aller vers. Je vais m'impliquer pour réaliser ce qui m'anime. La deuxième clé. Imaginons que j'ai un début d'idée pour aller vers ce que je veux. Mais je traîne à mettre en pratique parce que je pense qu'il doit peut-être y avoir de meilleures solutions. En un mot, je manque de motivation et je risque de remettre à plus tard. Mais il vaut mieux que j'applique la meilleure idée que j'ai aujourd'hui pour réussir, plutôt que d'attendre plus tard d'en avoir une meilleure. Parce que peut-être plus tard, j'aurai une meilleure idée. Mais ce n'est pas sûr. Alors que si je l'applique dès maintenant, si j'applique dès maintenant ce que je veux, il est possible qu'émerge une idée complémentaire. Et voilà comment la confiance prend naissance. Le fait de tenter une fois fait que la prochaine fois se fera avec plus d'aisance et ainsi de suite. J'ai envie de faire ça, je peux le faire. La confiance, c'est d'enchaîner les « je peux le faire ». Avec les neurosciences actuelles, au sujet du cerveau, 2 éléments ont été révélés qui éclairent l'efficacité des « je peux le faire ». Première chose, le cerveau considère comme une expérience vécue la simple visualisation de cette expérience. C'est énorme! Lors d'un examen en vue, ce qui monte spontanément, c'est la peur. Alors nous passons en revue les scénarios catastrophes. Souvent la nuit d'ailleurs. La nuit, ils sont particulièrement catastrophes. Comment voulez-vous que le jour J, même en vous disant « allez, ça va aller », le cerveau qui a X fois vécu l'expérience d'avoir perdu ses moyens ne vous fasse pas revivre la même situation. Autrement dit, m'imaginer réussir mon entretien d'embauche ou mon oral du bac est enregistré par le cerveau comme vrai. C'est pourquoi se projeter là où on veut aller, se voir réussir est aussi efficace. Je peux vous dire que je constate l'efficacité de cette technique dans les résultats obtenus aux préparations au concours. De même, jouer la scène à vivre, comme on le ferait au théâtre, fonctionne aussi de la même manière pour le cerveau. Les intervenants de cette école pourraient en témoigner dans les formations que j'ai pu donner en communication. Jouer un entretien qui nous fait peur, j'entends des rires, et que l'on doit mener malgré tout, permet au cerveau de se rassurer, je peux le faire, et de muscler la confiance en soi. Deuxième point très important que nous apprennent les neurosciences. Le cerveau ne regarde pas la taille de la difficulté qu'on veut dépasser. Il regarde juste le nombre de fois où l'on ressent l'émotion de plaisir liée au fait de réussir à faire quelque chose. En suivant cette logique, quand on veut aider un enfant à avancer,
L'idée n'est pas de lui donner un gros challenge, mais au contraire, de lui proposer de petits challenges successifs qu'il peut surmonter. Et le jour où on lui demande un plus gros challenge, le cerveau ne se préoccupe pas que ce soit plus gros. Il sait juste « je peux le faire ». Jeune, j'étais très timide. Bah ouais, on dirait pas. Je sais, mais c'est vraiment la vérité. Comme quoi, il y a de l'espoir. Et je me suis obligée à demander plein de petites choses insignifiantes pour les autres, mais très importantes pour moi. Oser demander de changer de place dans un restaurant. Oser reprendre d'un plat quand personne ne se sert deux fois. Dire non à la vendeuse pour le t-shirt qu'elle me vante avec passion depuis 10 minutes. Les femmes me comprennent. Faire se lever toute une rangée au cinéma pour atteindre la place qui me convient le mieux. Des tas de petites victoires. Et le cerveau ne fait pas la différence entre se resservir d'un plat et passer un entretien d'embauche. Prendre l'habitude de passer à l'action pour des petites choses qui ne m'impliquent pas forcément lui permet d'enregistrer le plaisir lié à ce qu'on ose faire. Et la confiance en soi se renforce. Mais attention, et c'est la troisième clé, une autre condition est nécessaire, le détachement. Dans ce que je vais tenter, ne pas obtenir forcément ce que je tente doit m'être égal. Et c'est cela qui fait que ça marche. Il est essentiel de demander sans charge émotionnelle supplémentaire. Prenons un exemple simple qui va parler à tout le monde parce que je vois que nous avons de la jeunesse aussi avec nous. Une fête, participer à une fête. Qui n'a pas ressenti une envie de fuir en voyant s'approcher quelqu'un qui est en forte demande d'amitié? Ce que tu es crie si fort que je ne peux pas t'entendre, dirait Jacques Salomé. À l'inverse, nombreux sont ceux qui ont vécu le fait d'arriver à une fête en ayant peur de ne pas se faire d'amis. Échec assuré. Ce qui émane d'eux à ce moment-là, comme attente, les éloigne de la rencontre souhaitée. Alors que le jour où la même personne y va à l'esprit libre, je vais prendre ce qui m'est donné, on verra bien. Nous sommes attirés par un rayonnement qui n'est autre que son plaisir de participer à la fête, de se laisser surprendre. De même, lors d'un entretien d'embauche, si je suis tétanisée de peur, car je pense que cet emploi va changer ma vie, je mets trop de charge émotionnelle. Et je n'attire pas ce que je convoite. La personne en face ne veut pas de quelqu'un qui a absolument besoin d'elle. En revanche, elle veut quelqu'un qui a envie de participer avec elle à l'aventure. Et il y a un monde de différence entre les deux. Je fais sentir que vous me choisissiez ou pas, je vais réussir. Quand je coach en préparation au concours ou aux entretiens, je demande à la personne de se dire une phrase au moment où elle passe la porte et où elle se retrouve en face de son interlocuteur ou en face d'un jury. Vous avez de la chance de m'avoir. Et c'est très important parce que ça inverse les énergies. Il émane de vous une énergie qui met en confiance. Le jury ressent qu'il pourrait peut-être louper quelque chose en passant à côté de cette personne. Et l'écoute est différente. Prêtez-vous à cette expérience la prochaine fois que vous entrez dans un lieu qui vous stresse habituellement. Et dites-vous, qu'est-ce qu'il a de la chance de m'avoir. Et du bien, non? Oui. Dans la confiance, il y a cette force du détachement à donner à l'enfant tout jeune. Si ça ne marche pas,
c'est pas grave. Tu recommenceras. Mais essaye à fond pour le plaisir d'avoir essayé. Nelson Mandela, décidément, il m'a beaucoup inspiré pour cette conférence, a dit « La plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans celui de se relever à chaque fois que nous tombons. » Et effectivement, peu importe les échecs, ce sont des brouillons d'apprentissage, dans la mesure où je me relève et où je regarde comment être différent, comment faire mieux la prochaine fois. Et puis, si on va un petit peu plus loin, à la fin de notre vie, quand vous regarderez en arrière, ce qui va le peser le plus lourd, ce ne sont pas vos succès, mais toutes ces fois où vous aurez accepté de relever la tête, d'apprendre et de persévérer, tous ces moments où vous aurez osé, où vos décisions vous auront amené à faire des choix difficiles et à obtenir ce qui semblait impossible. Impossible n'est pas français. Là. La quatrième clé s'adresse à ceux qui ont du mal à passer à l'action, ceux qui manquent de motivation. Souvent, il s'agit de personnes qui disent « Ouais, je crois savoir ce que je veux. Ouais, je crois. Ouais, je sais ce que je veux. » mais qui ne savent pas vraiment. Prenons l'exemple d'un jeune à qui on demande, vous allez à mon avis bien me comprendre là, que veux-tu? Voilà, j'ai envie de réussir mes études. Ok, mais pourquoi? Parce que c'est important. Ok, mais pourquoi? Je sais pas, c'est important. Au bout de 20 minutes où on creuse la question, on entend souvent « pour papa »,« pour maman »,« pour mes parents ». Et justement, le problème, c'est qu'on ne peut rien réussir de vraiment élevé quand ce n'est pas pour soi. Et j'en parle de élevé dans le sens de l'enjeu. La meilleure des clés, la plus grande motivation, c'est quand je veux faire quelque chose pour moi et pour les autres. Et les exemples ne manquent pas. J'ai nommé Mandela, on pourrait parler de Gandhi, Bill Gates, Curie. C'est Gandhi qui disait « Incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde ». J'ai du mal à passer à l'action. Ok, mais vers quoi je veux aller? Il est essentiel de passer du temps à creuser cette question. Imaginons que le jeune réponde « Ah, je vais être ingénieur du son. » Ok, mais c'est encore trop flou. En quoi je suis spécialisée dans le son? Je travaille pour des films, pour des clips, pour de la pub, dans un studio, avec un micro en extérieur. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que j'apporte? Plus je vais affiner ma vision, plus je vais me connecter à la motivation. Prenons un Spielberg. On le fait travailler sur quelque chose dans l'audiovisuel, mais sous un autre angle. Ce n'est plus Spielberg. Oh, il va juste être très bon, avec une belle réussite et une frustration à la fin de sa vie. C'est pas ce que je voulais vraiment faire. Chaque personne, si on la connecte avec ce qu'elle veut faire au fond de ses tripes, développe de la motivation. J'ai accompagné une professionnelle de la photo. Elle me dit « Je ne comprends pas. Je suis sur le point de signer un énorme contrat avec des gens prêts à me payer des milliers d'euros et j'hésite. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ?» On a tout repris. Ok. Tu fais quel type de photos? Des photos de portrait. Ok. Tu aimes ça? Ouais. J'entends pas de motivation. Je lui dis, oublie tes peurs. Oublie tes peurs. Si tu étais libre de faire vraiment ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais? Et il y a un sourire qui envahit son visage. Et elle me dit, mais
j'aurai l'appareil photo en main, je joue pas de trépied, je suis dans la rue, je prends des photos directement de la vie quotidienne. Donc, elle ne peut pas réussir autant qu'elle y aspire, tant qu'elle n'aura pas lâché ses peurs et pris le risque d'orienter son travail vers ce qui l'a fait le plus vibrer. C'est une utopie d'imaginer qu'elle va réussir. Mais à cet endroit où la personne est connectée à son être, il n'y a plus de motivation ou d'effort. J'en ai envie. C'est là. Un sportif de haut niveau ne se dit pas « je dois aller faire mon entraînement ». Il le fait parce qu'il voit que ça va le mener à ce qui le fait le plus vibrer. Il est relié à son être. Ça passe par les tripes. Toujours cette sensation corporelle. Donc cette question essentielle pour les jeunes dont vous êtes les parents, qu'est-ce que je veux être dans plusieurs années, demande d'y revenir, et d'y revenir autant que nécessaire, et par des tas de moyens qui existent aujourd'hui, afin de l'aider à mieux se connaître, bien sûr, et à pouvoir s'approcher de ce qu'il est, à s'approcher de ce qu'il est avant de voir ce qu'il doit faire. 5e clé, pour ceux qui se disent bah, « je le fais déjà tout ça, moi je sais ce que je veux faire, mais j'arrive pas à me motiver ». L'idée est de se poser la question par rapport à la finalité. Où vais-je? Et d'accepter qu'au départ ce soit flou et qu'il faille aller chercher de l'information à travers des actions. Imaginons un jeune qui dise « plus tard je vais être dans la recherche ». Ok, mais c'est flou. Mais oui, mais ça ne peut pas être autrement que flou. Comment ne pas décourager une vocation qui se dessine si de suite je réplique « la recherche? Attends, ouais, c'est un peu vaste ça, non? Je sais pas, mais la recherche, ben, bon courage, hein. De même pour vous. Vous arrivez un soir devant votre conjoint et vous lui dites « je sais, j'aime mon métier de journaliste, mais je sens qu'il faut que j'aille au contact de la rue, de ceux qu'on n'entend jamais. Ouh là là, mais tu veux faire quoi exactement? Je sais pas encore, hein, mais c'est là que ça doit se passer. Bon, d'accord. En attendant, on va dîner. Et plus tard, on raconte, j'ai eu envie d'exercer mon métier autrement, mais c'était flou, je ne savais pas vraiment, alors j'ai laissé tomber. Donc, je pars du truc flou que j'ai, c'est ce que j'ai, à partir duquel je définis une action pour aller vers là-bas. Et ça va que ce ne soit pas la meilleure action. Je ne fais pas cette action pour réaliser quoi que ce soit. Je fais cette action pour aller explorer un nouveau territoire. C'est dans ce nouveau territoire que je vais trouver un peu plus mon objectif. Si je suis ce jeune qui veut faire de la recherche, je vais aller au salon des nouvelles technologies, juste pour approcher un peu ce milieu de la recherche. Je ne vais pas trouver de réponse directe. Mais on s'en fiche, puisqu'en explorant ce territoire, je vais découvrir autre chose qui va me faire avancer. En fait, ce que j'exprime là se conjugue en 3 points. Je me pose la question de ce que je veux, je mets en place une action et je rencontre des gens. Et c'est la 6e clé. Rencontrer des gens est capital. Passer 1 heure à discuter avec des personnes qui sont plus ou moins dans ce qui nous fait vibrer, ça éveille des choses, mais que l'on ne soupçonne même pas. Parmi vous, certains peuvent se demander comment faire décoller leur job ou leur entreprise. Rencontrer des gens qui font le même métier, mais dont l'impact est 100 fois supérieur au vôtre, ça ouvre des potentiels incroyables. Pourquoi ça marche si bien? Je vais utiliser une métaphore. Et alors là, je vais passer un peu pour un dinosaure.
Du temps où le développement papier existait, on me suit, quelques-uns? Oui, avant, il y avait des photos, il y avait une pellicule. On prenait des photos, et ça allait dans un appareil, on enlevait la pellicule et on développait dans des studios. Quel regret que ça se perde, ça, d'ailleurs. Donc du temps où le développement papier existait en studio, dans une pièce sombre, on projetait la pellicule sur un papier blanc, puis on prenait ce papier blanc on savait que ce papier blanc contenait une photo, mais il était toujours blanc dans cette pièce sombre, et il fallait le passer dans des révélateurs, dans des substances différentes, pour voir apparaître les contrastes, et donc la photo. Eh bien, nous sommes à la naissance comme ces photos. Il nous faut des bons révélateurs pour que notre photo intérieure laisse apparaître nos talents, nos richesses, ce qui nous fait vibrer dans l'existence. Et parfois, ces révélateurs, il faut aller les chercher là où ils se trouvent. J'ai reçu un étudiant en médecine qui redoublait son année et qui me disait « J'ai vraiment envie d'être médecin, mais je crains que cette nouvelle année se déroule comme la précédente. En décembre, je perds ma motivation. » On regarde plus en profondeur. En fait, il se projetait en médecin sans connaître de médecin. Plus essentiel encore, sans admirer de médecin. Je lui ai proposé de chercher une personne célèbre dans la médecine, vivante, et qui provoquait son admiration. Quand il l'a nommée, je lui ai proposé de lui écrire pour la rencontrer. Oui, il faut y aller. Et il a pu la rencontrer. Ne me demandez pas son nom, j'ai oublié, c'est pas l'important. Est-ce que c'est si étonnant que ça ait ouvert des choses en termes de créativité, de puissance, de détermination, qu'aucun stage, aucune année d'études aurait pu développer? Simplement parce qu'il était en lien avec une personne qui avait cette même vibration qu'il voulait développer. J'ai souvent entendu aussi « moi je peux réussir tout seul ». Utopie! C'est comme vouloir construire une maison tout seul. Il va bien falloir aller chercher du sable, emprunter des machines à d'autres, demander des conseils. À plusieurs, on peut faire beaucoup plus qu'individuellement. Et on a besoin de solliciter des gens qui ont des réponses pour avancer plus vite. Et oui, ça peut avoir un coût. Ça peut coûter cher d'aller voir un spécialiste, un conseil, un avocat, un architecte. Et on a un vrai problème en France avec ça. Aller prendre les conseils de quelqu'un qui est 2 niveaux au-dessus de moi par rapport à ce que je veux faire, mais c'est éviter des erreurs. Et combien ça coûte une erreur? Les gens ne pensent qu'au gain. Ils n'évaluent une erreur que par rapport à ce qu'ils vont gagner. Et pourquoi ne pas l'évaluer par rapport à ce que ça m'évite de perdre? Et le temps? Combien ça vaut le temps? Une personne qui passe du temps pour vous expliquer comment il a monté sa propre affaire, vous pouvez économiser 5 ans. Je parle là d'une clé essentielle. Apprendre par mimétisme auprès des gens qui ont déjà obtenu ce que vous désirez si fort. Côtoyer des gens qui vous inspirent. Un ami, aussi sympa soit-il, avec qui j'ai des bonnes parties de rigolade, mais qui ne m'inspire pas dans son choix de vie, et qui me dit « fonce », n'aura jamais l'influence d'une personne qui a tellement réussi dans le domaine auquel j'aspire et qui me dit « fonce ». Je pense à Noah, qui raconte qu'il va à l'aéroport rejoindre son sportif préféré, Arthur Ashe, qui lui signe son affiche en mettant « Rendez-vous à Roland-Garros ». Et Noah raconte que le jour où il a eu cette affiche, ce poster, la motivation a été totalement différente. Ce n'était plus sa mère qui le lui disait. Eh oui, mesdames, mais en plus de l'énorme apport qu'est votre foi en votre enfant, la rencontre avec des personnes référentes admirées est essentielle. Certains vont dire « Oh ouais, mais Noah, il a eu de la chance.
Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que la chance, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et en disant ça, ça verrouille l'histoire. Les gens ne voient plus que cette partie. Alors qu'en fait, la partie immergée, ce sont tous ces petits trucs pour muscler la confiance, la motivation. Ces petits actes posés l'un après l'autre, lentement, chaque jour. Tellement simples et anodins qu'ils passent inaperçus et que certains diront « mais c'est rien de faire ça ». Et quand ça devient trop énorme, Noah qui gagne Roland-Garros, les mêmes disent « j'aimerais bien moi aussi, mais c'est trop pour moi ». En résumé, pour passer à l'action, il faut s'entraîner comme un sportif qui voudrait un jour courir le marathon de New York. 2 petites actions régulières auxquelles j'adhère, car elles me permettent de débroussailler le chemin et d'aller vers ce qui m'anime. Ce qui nous amène à la 7e clé, un état d'esprit positif. Si on a un état d'esprit pessimiste, c'est qu'on actionne le programme pessimiste. On l'a tous en nous. On a cette vision d'une vie en 0, 1. Soit ma vie est nulle, soit ma vie est parfaite. Donc en suivant le raisonnement, si c'est pas parfait, c'est nul. Donc c'est destiné à déprimer, vu que c'est impossible d'être parfait. Et le poison qui nourrit ce système, c'est la comparaison. Comparer toute la journée ce que je suis réellement et ce que je devrais être si j'étais parfaite. C'est destiné à déprimer. Et le plus fort, c'est qu'avec cet état d'esprit, je suis vouée dans les faits à valider que j'ai raison. La vie est soit parfaite, soit nulle, et je m'enferme dans un cercle vicieux. Il est intéressant de noter que le pessimiste et l'optimiste ont tous les deux raison. Mais un seul des 2 états d'esprit rend heureux. Alors, la clé pour basculer, j'ai le droit de me dire que ce que je vis ne me va pas, que c'est nul. Mais je vais prendre le temps de me demander, mais qu'est-ce que j'aime dans ma vie ? Une amie vient me voir un jour et me dit pour la réunième fois, rien ne va dans ma vie. Je précise que c'était une très bonne amie, je ne fais pas ça avec n'importe qui, et que j'étais d'humeur joueuse. Et je lui dis, oh, t'as raison, t'es mal sapée, tes lunettes, elles te cachent les yeux, puis tes cheveux, là, ils sont pas un peu gras. Et oui, quelquefois, parler ainsi, de manière abrupte et absurde, est le seul moyen pour créer un électrochoc, afin que la personne comprenne, mais pourquoi je me parle comme ça ? C'est le meilleur moyen qu'il n'y ait rien qui aille. Alors, qu'est-ce qui va dans ma vie ? Et il y a des gens qui, pour se mettre à aimer la vie, ont failli la perdre. Faut-il en arriver là ? D'autres ont accepté de regarder autrement, par exemple le cancer, et pour renverser la vapeur et se dire « mais comment je crée de la gratitude de ma vie à partir de ce que j'ai ?» C'est juste un muscle. On ne peut pas, n'est-ce pas Julia, on ne peut pas utiliser le triceps et le biceps en même temps. Eh bien, on ne peut pas à la fois voir les choses du bon côté et du mauvais côté. Si je me dis que j'ai pas de pupitre, j'étais convaincue de ne pas avoir de pupitre ce soir. Alors, je m'étais dit, c'est un bon exemple, j'ai pas de pupitre, mais il y en a un. On va dire qu'il n'y en a pas. Donc si je me dis, j'ai pas de pupitre pour poser mes feuilles, et ça me stresse, j'ai raison. Mais si je me dis, j'ai pas de pupitre pour poser mes feuilles, ça me stresse, c'est intéressant. La question devient, comment se fait-il que l'absence de pupitre puisse influencer mon bien-être ? Les choses ne se passent pas comme je veux. Qu'est-ce que je peux faire pour rester à l'aise ? Et si j'arrive à rester à l'aise dans cette situation, je vais y arriver dans d'autres.
Donc au lieu de me dire, mais qu'est-ce que tu as raté, je vais me dire, qu'est-ce que tu apprends? Changer de vision, c'est changer de mental et c'est fortifier la confiance. 8e clé. Alors pour commencer à changer ma manière de regarder, je peux m'entraîner à la gratitude. Envers quoi ai-je de la gratitude dans ma vie? Bon, par exemple, j'ai une bonne relation avec un tel. Et peu à peu, je vais sortir du 0-1. La relation n'est pas parfaite, mais elle n'est pas nulle. Et puis, je peux commencer par être fière du chemin que j'ai parcouru, et quel que soit mon âge. Oui, on peut être fier du chemin qu'on a parcouru. Je me souviens d'une photo représentant une forêt entourant un lac au Canada en plein automne. Dans la luxuriance des couleurs, un arbre juste planté devant le lac était dépourvu de feuilles. Il était assez facile de ne voir que lui, il dénotait. J'ai trouvé que cette photo représentait assez bien ce qui se passe quand on parle de notre vie à quelqu'un. On a tendance à focaliser sur l'élément difficile et récurrent rencontré sur notre parcours, l'élément qui fait tâche, comme cet arbre. Et on oublie de faire zoom arrière et de regarder la forêt dans son ensemble. La confiance fonctionne de la même manière. Ne pas accorder trop d'importance à un détail sur lequel on bute, mais savoir zoomer arrière pour voir tout ce qu'on a réussi est essentiel. Autre raison d'avoir de la gratitude. Ce soir en rentrant, je vais avoir la chance de prendre une douche d'eau chaude. Certains vont dire, c'est simple ça. Mais pourquoi est-ce simple? Pourquoi ne pas ressentir de la gratitude à être là plutôt que dans un pays en guerre? Méthode Coué? Et si on regarde un peu plus loin? Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de choses qui crée la satisfaction. C'est la manière dont on développe la capacité à apprécier ce qu'on a. Moins on a, plus c'est facile d'apprécier les petites choses que la vie nous donne. Mais plus on a, et plus il va falloir développer une aptitude à apprécier les petites choses. Comme le dit Tim Robbins, qui est un coach américain, la personne qui a besoin d'aller sur la Lune pour être heureuse, elle sera malheureuse longtemps, et même si elle y va. Par contre, si j'arrive à être simplement heureux avec un moment que je passe, une relation, une rencontre que je fais, la Lune devient quelque chose qui amplifie. Mais je n'ai pas besoin de la Lune pour être heureux. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Et la Lune devient un amplificateur. C'est une utopie d'imaginer que l'argent crée le bonheur, que le couple crée le bonheur, que les relations créent le bonheur. Ça ne fait qu'amplifier ce que je suis déjà. Je sais que lorsque je dis ça, beaucoup ont du mal à me croire. Et pourtant, si je suis malheureux seul, je serai encore plus malheureux à deux, parce que je vais me dire « Ah ouais, mais s'il me trompe, puis si je me retrouve toute seule, puis je ne suis pas sûre d'être assez bien pour lui en fait. Je ne sais pas si ça va, ce que je suis. Et puis, si je suis malheureux sans argent, je gagne 1 million d'euros au loto, et je vais être plus déprimée qu'avant. Pourquoi? Mais parce que toutes mes peurs liées à l'argent vont se projeter, vont remonter et se projeter. Alors, je voulais 1 million d'euros, c'est bien, je les ai. Alors, oui, alors je rêvais de vacances, donc je vais partir sur une île. Ah ben ouais, mais je ne peux pas partir toute seule quand même, c'est un peu égoïste ça. Ah puis là, il y a les enfants qui ont des examens. Non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Bon, et puis 1 million d'euros, ça me permet d'acheter une maison, d'accord, mais il y a mon fils aussi qui a peut-être besoin d'un studio, là, parce qu'il va... Oui, alors ça fait quand même, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui. Et puis, mes amis, est-ce qu'ils m'aiment vraiment pour moi ou est-ce qu'ils m'aiment pour l'argent que j'ai? Etc., etc. Tout ce qui n'a pas été résolu pour être heureux tel que je suis avec ce que j'ai se projette dans ce qui m'est donné de vivre.
et le cerveau associe ça à de la douleur. Est-ce que ce ne peut pas être un début de motivation que de regarder les raisons que j'ai d'être fier et heureux du chemin parcouru? Et cette motivation fait naître la confiance. 9e clé. Pour développer l'optimisme dans la vie, il faut arriver à voir avantages et inconvénients. Il n'y a rien de plus agaçant que l'optimiste à tout va. Tout est génial. Mais absolument tout est génial. Ah, il t'arrive ça, mais c'est génial. Non, mais ça aussi, c'est génial. Non, tout n'est pas génial. Non, non. Il y a bien des situations qui paraissent difficiles. Se retrouver au chômage, vivre la maladie, avoir un enfant en grande difficulté scolaire, c'est pas génial. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des avantages. Tout ce qui nous arrive dans notre vie génère avantages et inconvénients. Le seul moyen de développer de la gratitude, c'est d'arriver à voir avantages et inconvénients. Et c'est parce qu'on les voit qu'on développe l'habileté pour trouver la motivation à persévérer, à oser aller plus loin. Je me rends compte que l'exemple que je vous donne là est encore tiré du tennis. Je ne suis pas une obsédée du tennis. Mais Agassi a écrit un livre sur son parcours de tennisman qui s'appelle Open. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous le conseille. On y apprend que petit, il détestait le tennis. Et n'y jouait que pour faire plaisir à son père. Et de tous ses frères, il était le plus doué. Il va s'obliger à réussir, sans s'être choisi. Et puis en 1997, il s'effondre. Et il va mettre plusieurs années à se reconstruire. Et surtout, à passer du « je déteste le tennis » à « j'aime le tennis ». Au moment d'un effondrement, où voit-on les avantages ? Dans les années qui semblent être une longue nuit, où voit-on les avantages ? Et pourtant, ils sont bien là. Grâce à cet effondrement, Agassi a refait le chemin à l'envers. Il a tout réappris du tennis. Pour lui. Sa motivation n'était plus extérieure, mais intérieure. Et il a enfin connu le plaisir du dépassement de soi, au lieu du doute permanent dont il parle et qu'il habitait. Une jeune fille en phobie scolaire, déscolarisée plusieurs fois, parvient à reprendre son année de première et à passer ses examens. Sa mère me dit, elle les a ratés. Je réponds, elle était absente à ses examens. Elle dit, non, 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 elle ne les a pas réussis. Mais quelle réussite au contraire! Qu'elle se soit donné les moyens d'y aller et de faire ce chemin. Quel est l'avantage d'avoir raté cet examen? Entre autres, elle a dépassé sa phobie en y allant. La prochaine fois, elle pourra se concentrer sur ce qu'elle a acquis et appris de son stress pour faire un pas de plus. Et le temps est un allié, à condition que son entourage, bien sûr, l'aide à reconnaître les avantages de cette expérience. Personnellement, avant un appel d'offres, je regarde les avantages qu'il y aurait à ne pas l'emporter. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est très instructif de lister les avantages qu'il pourrait y avoir à échouer dans ce que je vais tenter d'obtenir. Ça éclaire sur bien des points demeurés dans l'ombre. Et ça permet de demeurer tranquille et confiant. 10e et dernière clé. Je pense à ceux qui souffrent de perfectionnisme, autant pour eux que pour leurs enfants. Le meilleur moyen de perdre confiance est donc de se démotiver. Et n'y voyez surtout aucun jugement de ma part. C'est juste un constat. L'antidote, c'est l'authenticité. Osez vous montrer vulnérable. Attention, être vulnérable n'est pas être fragile. Imaginez que vous soyez un boxeur sur un ring. On vous pousse, vous reculez. On vous tire, vous avancez. C'est juste suivre le mouvement de ce qui se passe, de ce qui vous traverse, et ressentir, observer, apprendre.
ce qui ne marche pas du tout avec vouloir être parfait. L'utopie de vouloir être parfait. Prenons la section audiovisuelle, si vous me permettez, de cette école. Réaliser une vidéo. Je suis jeune et je souffre de perfectionnisme. Attention pour les jeunes qui écoutent. Perfectionnisme n'est pas vouloir se perfectionner, ce qui est très louable et dont on parle depuis le début. Non, c'est rechercher directement la perfection. C'est une manière de se comporter comme si j'étais Dieu. Puisque je suis Dieu, je sais tout. Donc je sais ce que je vaux et je sais ce que je ne vaux pas. C'est pas la peine de me dire que tu as apprécié mon travail, c'est nul. Je le sais quand même, je suis Dieu. Quoi, il n'y a que quelque chose que j'ai oublié? Ben, j'aurais rien dû oublier du tout. Donc c'est nul. Ça, c'est le perfectionniste. Or, jusqu'à nouvel ordre, vous n'êtes pas Dieu, juste un être humain. C'est-à-dire un être voué à expérimenter toute sa vie des essais répétés pour apprendre. Vouloir être parfait est impossible. Donc revenons à ce jeune. Je peux vouloir bosser ma vidéo 3 mois de plus que ce qui m'est demandé et nécessaire. Le mieux que je pourrais obtenir au bout de mes 3 mois, c'est 10% de ce que je vais être capable de faire dans un an. Pourquoi ? Parce que réaliser un grand nombre de vidéos en un an va m'en apprendre tellement plus que m'acharner sur une seule vidéo. Et même si je fais après un an une vidéo que je trouve moyenne, elle sera 100 fois mieux que celle sur laquelle je m'acharne. La seule chose qui soit intéressante, c'est comment je fais au mieux par rapport aux ressources que j'ai maintenant, dans le but de faire grandir ma motivation. Et, très important, comment j'apprends de ce que je viens de faire pour faire mieux la prochaine fois, dans le but de faire grandir ma confiance. Ce qui est essentiel, c'est d'agir à partir de là où j'en suis, de poser la barre juste. Et alors je suis prête à assumer une erreur. Ne pas chercher à faire quelque chose de parfait, mais rechercher une amélioration constante et continue. Les muscles de la confiance et de la motivation en sont renforcés. Quand on vit comme ça, centré sur l'évolution, le fait d'avoir le droit d'évoluer, il n'y a rien de grave. Car il y a quelque chose de plus énorme qui nous attend au-delà. Peut-être pas dans un mois, peut-être que dans 10 ans, mais il y a quelque chose de plus énorme. En conclusion, comment activer la motivation dès aujourd'hui? Eh bien, en me posant la question, quelle action je peux faire aujourd'hui qui va me rendre fière de moi ce soir? Un courrier? Un coup de téléphone? Me challenger à faire quelque chose de différent? Pas dans 1000 ans, aujourd'hui. Faire une petite action qui m'est possible. Oser écrire à quelqu'un qui m'impressionne? Retarder le moment de mon jeu vidéo en me mettant de suite au devoir? J'ai dit qu'il m'est possible. Prendre ma douche dès ce soir pour être à l'heure demain en cours? Qu'est-ce que je peux faire que je n'ai jamais fait? Et pas dans l'utopie d'avoir tout de suite un résultat, mais dans le but de devenir peu à peu la personne qui sera en cohérence avec ce qui m'anime. La vie récompense vraiment les gens qui passent à l'action. Je vous remercie.